Chers amis, bonjour. Je souhaite ce jour du 21 mai 2023 vous donner quelques nouvelles dans l'affaire de ma thèse doctorale et du contexte surprenant, voire quelque peu inquiétant, qui l'entoure. Vous vous souvenez que sans raison, sans explication, ma thèse doctorale fut éjectée de l'université, l'excluant de toutes les procédures administratives et réglementaires, forçant ainsi son échec. Ma thèse doctorale, je le rappelle, est universitaire, c'est une thèse de philosophie, menée régulièrement, légitimement et avec succès. Sinon, le laboratoire, le département de philosophie et l'université n'auraient jamais donné leur accord en 2016 pour que cette thèse soit inscrite et mener ce projet doctoral en l'agréant successivement durant 3 ans. Que les choses soient claires, et de façon définitive, ma thèse est un objet académique qui demeure absolument incorruptible à toute tentative de manœuvre politique ou idéologique. Je ne la conçois que philosophiquement. Platon avait écrit que l'injustice extrême consiste à paraître juste tout en ne l'étant pas. À ce jour, aucune explication ne m'a été donnée après l'exclusion de ma thèse et de ma personne, de cette université où j'avais précédemment obtenu avec succès une licence d'ethnologie en 1996, puis une maîtrise et un master de philosophie en 2015 et en 2016. De même qu'aucune réponse n'a été donnée aux 2 avocats parisiens qui sont intervenus dans ce dossier. Je précise que la vingtaine d'avocats que nous avons sollicités sur Aix-en-Provence n'ont pas souhaité prendre la défense de nos intérêts. En effet, maître Antoine Horry, avocat à Paris, avait écrit sur ma demande à l'université le 13 décembre 2022 pour tenter une médiation à la place de la procédure de médiation réglementaire de laquelle ma thèse a été exclue. Vous le savez, cette médiation est pourtant obligatoire selon la charte doctorale. Le courrier de maître Horry demeure à ce jour sans réponse. De même que maître Corinne Lepage a écrit à cette même université le 9 février 2023 pour demander mon dossier universitaire, car, estime-t-elle, en obtenant ce dossier, nous pourrons juger sur la réalité des faits et des pièces, et in fine solliciter le ministère de la Recherche pour trouver un nouveau laboratoire et me permettre ainsi de poursuivre mon projet doctoral. Le courrier de maître Corinne Lepage est également demeuré sans réponse à ce jour. Donc, et concrètement, je ne peux ni continuer dans mon université ma recherche d'origine, ni même récupérer mon dossier et finir ma recherche ailleurs. La question est pourquoi ? D'abord, pourquoi exclure ma thèse ? Et ensuite, pourquoi refuser de délivrer mon dossier? Pourquoi cet acharnement? Et quelle est la motivation du traitement incroyable qui a été réservé à ma thèse et à ma personne? Vous le voyez, 2 ans après, je n'ai pas de réponse à ces questions. 2 ans après, les préjudices de cette exclusion injuste qui s'est accompagnée de dénigrement demeurent. Souvenez-vous, la directrice de l'école doctorale qui était responsable et qui devait mettre en place la procédure de la médiation selon la charte du doctorat en vigueur, avait refusé de le faire. En revanche,
Elle a écrit un mail à d'autres universitaires dans lequel elle s'est aventurée à une analyse psychologique que nous ne lui avons jamais demandée et que ses obligations condamnent, bien évidemment. C'est pourquoi, avec mon époux, nous avons tenté une procédure civile en vertu de l'article 9 du Code civil, afin de faire valoir le respect de notre vie privée. Et figurez-vous qu'un jugement vient de rejeter cette demande. Tandis que nous demeurons convaincus que l'article 9 du Code civil est une totale sagesse lorsqu'il affirme et réaffirme que chacun a droit à sa vie privée. De même que les poursuites judiciaires contre le cyberharceleur dont nous avons dénoncé plusieurs fois les méfaits et qui prétend travailler à la fois pour des policiers français, inutile de vous dire tout le respect que nous avons pour la police française, qui prétend donc travailler pour des policiers français, mais en même temps, devant un juge, tout récemment, il a prétendu travailler pour le consulat d'Algérie. Ces poursuites que nous avons tentées au tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence ont été irrecevables, ce qui revient à dire que ce cyberharceleur peut encore, et à souhait, piller notre vie numérique et téléphonique. Je signale au passage que je ne reçois surtout pas les appels de mes proches, d'amis ou de journalistes nombreux qui m'ont consacré une revue de presse très étoffée sur la vingtaine d'années qui viennent de s'écouler. Non. Depuis 2 ans, je ne reçois aucun appel, aucun mail et aucun courrier qui concerne le rayonnement de mon travail de recherche ou le rayonnement de mon travail littéraire. Et quand, avec mon mari, nous écrivons aux institutions, aux services administratifs pour faire part de ces atteintes, il nous arrive de recevoir de faux documents. Exemple, cette réponse qui prétendument avait été envoyée par le ministère de la Recherche, par le cabinet de la ministre de l'époque, Madame Vidal, et que nous sommes allés authentifier au ministère même, à Paris, et puis que les services de ce même ministère n'ont jamais reconnu. Ce qui nous a poussé à entamer de nouvelles poursuites contre ce cyberharceleur, qui s'est identifié dans un droit de réponse qu'il avait envoyé à un média qui avait relaté une autre situation de cyberharcèlement déjà en 2011, c'est le blocage de notre vente immobilière à cause des détournements téléphoniques. En effet, nous vendons au prix réel, 2 beaux biens sur Aix-en-Provence depuis 2 ans, et à ce jour, étonnamment, nous n'avons eu aucune offre. Et comme vous pouvez le penser, à Aix-en-Provence, c'est juste improbable. D'ailleurs, à peine avons-nous entamé une citation directe au tribunal judiciaire contre ce cyberharceleur en novembre 2022, nous avons été confrontés à un regain de provocation et de nuisance. Ainsi, le 6 novembre 2022, quelqu'un avait déposé une moto volée de façon à la coller à notre clôture. Des passants, ainsi que nous-mêmes, avions appelé la police municipale pour demander l'enlèvement de cette moto, car précédemment 2 véhicules, l'un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur de notre résidence, ont été incendiés, et nous avions peur que cette moto volée le soit aussi, comme les précédentes. Et cette fois-ci, cette moto était à proximité de notre clôture, sachant que cette même clôture avait été endommagée en 2021. Nous avions déposé plainte auprès du procureur et cette plainte a été classée. Il a fallu donc attendre le lundi 14 novembre 2022 et l'intervention du comité de quartier avant que cette moto volée ne soit enlevée de la proximité de notre clôture. En outre, le 18 novembre 2022, dans la nuit, nous découvrons dans le cache-tuyau de notre meuble de salle de bain
un petit et vieux sac Fnac qui contenait un pistolet et des munitions. Inutile de vous dire notre choc. Le lendemain, très tôt, nous avons appelé le commissariat. 3 policiers se sont déplacés à 10h20 et pris les photos, tout en nous indiquant ils ont pris l'arme en photo et ils nous avaient indiqué que seule ma personne allait être convoquée. D'où le début de la complication. Sur conseil juridique, le 12 décembre 2022, nous avons téléphoné à ce même commissariat pour déposer plainte. Nous avons obtenu un accord pour déposer une main courante. Nous nous sommes rendus à ce commissariat le 20 décembre de la même année 2022 et nous avions attendu plus de 2 heures avant d'être reçus par un policier à qui nous avons raconté les faits et qui a finalement refusé notre dépôt de main courante. Le lendemain, nous avons saisi le procureur afin de consigner ce fait de découverte d'armes et munitions, fait, comme vous pouvez l'imaginer, totalement contraire à nos convictions morales et philosophiques, et afin de dégager notre responsabilité de cette arme qui a été mise à notre domicile à notre insu, dans ce contexte que je vous décris de provocation et de cyberharcèlement. Et au moment même, je le répète, où nous décidons de poursuivre ce cyberharceleur par une citation directe. Par ailleurs, nous constatons, et c'est aussi une complication dans notre vie, que le courrier que nous adressons à ce propos au procureur de la République d'Aix-en-Provence n'est pas enregistré. Nous l'avons relancé 3 fois et n'est toujours pas enregistré à ce jour. Ce qui nous pose problème par rapport à cette découverte d'âme dont nous sommes victimes, c'est d'abord la focalisation qui est faite sur ma personne. Ensuite, nous avons appris lors de l'audition que les photos qui ont été prises par les 3 policiers qui étaient arrivés chez nous pour récupérer l'arme ont été perdues. C'est aussi le fait que nous ne reconnaissons pas l'arme dont la photo nous a été montrée lors de l'audition. Et enfin, c'est le refus de me faire lire un document que le policier de l'audition m'avait présenté très furtivement, que j'ai signé machinalement en pensant en toute confiance que c'était l'imprimé de l'audition que je venais de lire sur son écran d'ordinateur. Je précise d'ailleurs que pendant toute cette période et depuis la découverte de l'arme, j'étais sous l'effet d'une crise d'asthme que je soignais. Tout ce contexte donne en effet à ma famille et à moi-même l'impression de faire l'objet de l'arbitraire et de l'abus, ce qui nous dépasse totalement et dépasse notre simplicité et notre vulnérabilité. Nous sommes une famille de 3 personnes absolument paisibles, certes naïves devant cette grande mauvaise foi, mais je rappelle que notre droit à la tranquillité et notre droit à la vie, à notre vie privée, doivent être respectés. Et en tant qu'écrivaine, je dois continuer à écrire et à publier tranquillement, sans avoir à subir, avec ma petite famille, provocation sur provocation. Le fait de faire une thèse doctorale en philosophie ou de vendre son bien immobilier dans un lieu de tension immobilière ne justifie, à nos yeux, en aucun cas de nous prendre pour cible, d'autant que nous n'avons pas d'avocat sur place et que nos moyens de communication sont détournés. Vous l'aurez constaté, j'ai personnellement écrit à la Société des gens de lettres, où je suis affilié en tant qu'auteur depuis de longues dates. J'ai saisi le Défenseur des droits. J'ai aussi écrit à la Ligue des droits de l'homme, dont je suis membre. Mais aujourd'hui, nous sommes certains que nos courriers et nos courriels ne sont pas arrivés à destination. Sinon, toutes ces institutions auraient répondu. C'est dans leur éthique et dans leur devoir et dans leur habitude.
Il en est de même pour les plaintes envoyées au procureur de la République. Vous le savez, ces plaintes doivent être enregistrées, c'est un droit. Je ne dois pas oublier de vous parler de la maladie de mon époux, qui est arrivée en même temps que cette exclusion de thèse et qui dure malheureusement depuis octobre 2021. Et figurez-vous que mon mari a subi des attaques verbales d'un voisin et le harcèlement sexuel d'une voisine, ce qui est absolument odieux dans son état. Je n'oublie pas de vous parler de la fragilité physique de notre fille, qui peine à suivre, pourtant avec beaucoup d'excellence autrefois, qui peine à suivre des études universitaires à distance, qui s'est inscrite à l'université et qui malheureusement n'obtient pas les cours comme elle devrait. Nous avons, par le fait de ce cyberharcèlement, été fortement isolés et fragilisés, sans doute pour le bonheur de ceux qui spéculent visiblement sur notre vente immobilière. Cette vidéo permet de briser le silence qui peut en être complice, et l'ancienne journaliste que je suis sait que lever le voile sur un abus permet aussi de regagner un petit peu sa dignité. Ces gens qui piétinent les lois au lieu de les servir et qui dressent autour de notre fragile famille des nuisances multiples pour parvenir à nous imposer l'indignité, le désespoir et la faute, profitent de l'impunité. Or, l'indignité et la faute sont dans cette impunité-là, précisément. Quant à nous, comme toujours, nous avons notre bout de vérité à porter, et face aux intimidations, aux provocations et aux atteintes, nous ne répondrons que par le droit et rien que le droit. Car nous sommes attachés mieux et plus que jamais à l'état de droit et à la vertu de droiture. J'espère qu'au pays de Descartes, de Voltaire et de Victor Hugo, au pays des droits de l'homme, ce pays que nous chérissons dans ses institutions et dans ses valeurs, j'espère donc que la raison et la justice l'emporteront. Je vous remercie de votre fidélité.